Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gérald, tu vas bien ? Je vais très bien, Déborah, et toi ? Oui, très bien. Bienvenue donc dans ce 12e épisode déjà de l'heure de fourche, le 12e. Ouais, ça file, comme tu dis. Je le revois encore au tout début. Je ne sais même plus quels étaient les premiers sujets. Mais bon, disons qu'il y a un petit peu plus de professionnalisme, on va dire, avec des gros guillemets depuis. Donc voilà. Avec des petits bugs de temps en temps. Ouais. Bon, enfin, trêve de bavardage. On est là aujourd'hui dans un but précis, c'est vous parler des pôles territoriaux et surtout vous expliquer leur fonctionnement général, du moins dans la première partie. La seconde partie de l'épisode sera, elle, dédiée au mémorandum 2024 du CEGEC et sera, elle, présentée par Arnaud. Mais revenons tout d'abord sur les pôles territoriaux. Alors, vous me direz, c'est quoi ces pôles territoriaux ? Parce que c'est vrai que cette structure encore toute jeune au sein du monde scolaire n'est pas encore très connue du grand public. Et même au sein du monde éducatif, elle reste encore assez floue pour beaucoup d'enseignants, raison pour laquelle on s'était déjà attaqué au sujet dans un précédent dossier d'entrée libre sous ta plume, Gérald. Mais comme le sujet est vaste, on s'est dit qu'on allait poursuivre la conversation avec les membres d'un pôle. Et dans ce cadre, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélia Kerf, coordinatrice du pôle territorial Saint-Exupéry, basée à Gosselies. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et tu n'es pas venue seule, Sybille Dosier t'accompagne. Bonjour Sybille. Bonjour. Donc Sybille, toi tu es psychologue au pôle Saint-Exupéry. C'est bien ça, oui. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Et alors, avant d'entamer la discussion, je vous propose de situer les pôles territoriaux en quelques mots, histoire que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Et là, c'est à toi l'honneur, GG. Ok, alors je me lance. Parce que les pôles territoriaux, ça reste encore assez flou aujourd'hui pour beaucoup de monde, même au sein des équipes éducatives elles-mêmes. Mais quels sont les pôles territoriaux ? Alors, en quelques mots, ce sont des structures qui sont qui sont devenues effectives depuis le début de l'année scolaire 2022-2023. Donc, on est plus ou moins à une grosse année et demie d'existence. Alors, leur objectif général, ça consiste à rendre l'école plus inclusive en accompagnant les élèves à besoins spécifiques et ou en intégration, ainsi qu'à soutenir la mise en œuvre d'aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire. On reparlera de tout ça après. Alors, l'idée finale, c'est de dresser des ponts finalement entre l'enseignement spécialisé et l'enseignement ordinaire, et ainsi de bâtir les fondations finalement d'une société plus inclusive depuis les bancs de l'école. Alors ça, c'est la théorie très générale. On verra dans la pratique comment ça se passe. Alors on notera encore une dernière chose, c'est qu'il existe trois grands types de pôles. Les pôles dédiés au fondamental, les pôles dédiés au secondaire et les pôles dits interniveaux, comme le vôtre, qui collaborent avec des écoles à la fois du fondamental et des écoles du secondaire. Voilà, qui est déjà un petit peu plus parlant. Donc des pôles interniveaux dont fait partie le pôle Saint-Exupéry. Alors tout d'abord, est-ce que tout ce qu'il a raconté, c'est bien correct ? Tout à fait. C'est déjà ça. Mais oui. Mais continuons un petit peu alors en présentant davantage maintenant votre structure. Combien d'écoles vous collaborez, combien d'élèves que ça représente, histoire qu'on ait une petite idée générale, le nombre de membres que vous avez, etc. etc. Alors, nous, dans notre pôle, nous travaillons avec 33 écoles, 23 écoles fondamentales et 10 écoles secondaires. Nous sommes 26 membres dans l'équipe. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec logopède, ergothérapeute, enseignants, donc institutrices et enseignants du secondaire, neuropsy, donc nous avons vraiment différentes fonctions. Et même au sein d'une fonction, chacun a sa spécificité. C'est ce qui fait vraiment la richesse. Et toi Aurélia, qui est coordonnatrice, quelle est ta fonction de base au fait ? Je suis logopède. Tu es logopède, ok. Voilà. Donc au niveau de nos missions, comme vous l'avez dit avant, nous suivons des élèves en intégration. Donc nous avons 95 élèves en intégration. Nous accompagnons aussi les équipes éducatives dans la mise en place des aménagements raisonnables. Donc nous allons voir avec les enseignants quels sont les obstacles au niveau des apprentissages et réfléchir à des pistes les plus adéquates pour accompagner les enseignants, toujours dans l'objectif du bien-être de l'élève. Nous donnons aussi des informations sur les troubles. Alors, je sais bien qu'on en a un petit peu parlé ici en venant dans les couloirs, mais comment ça s'organise finalement dans le pôle en lui-même ? Parce qu'il y avait certains pôles où il y avait des cellules, comme ils appelaient ça, ou des petits groupes qui s'occupent de, par exemple, plus d'administratifs, les autres qui vont plus dans les classes, dans les écoles. Comment ça se passe chez vous dans la pratique ? Alors chez nous,
quasi tous les membres ont les différentes fonctions. Donc, travaillent en intégration et accompagnent les enseignants dans la mise en place des aménagements raisonnables. Au niveau des formations, ça va dépendre un peu quelle formation on va donner. Et en fonction des spécificités de chacun, c'est telle ou telle personne qui ira. Et par exemple, quand on donne une formation en secondaire où on va plus fonctionner par atelier, là, c'est toute l'équipe qui est mobilisée. S'il y a une demande de sensibilisation aux troubles dans une école, là, on s'y met tous et on participe, on fonctionne par atelier tous en fait de l'équipe. Okay. Et en ce qui me concerne, je suis référente d'une école fondamentale pour la mise en place des aménagements raisonnables, mais j'ai aussi également des élèves en intégration en secondaire. Et donc voilà, ce qu'on a fait cette année, c'est quand même que dans chaque école, il y a un référent responsable. Ça, c'est pour essayer vraiment de créer ce lien avec les enseignants. Mais si besoin que quelqu'un d'autre vienne de l'équipe, évidemment, la personne va venir. Et souvent, mes collègues font leurs observations par deux pour avoir ce regard pluridisciplinaire. On aura l'occasion de reparler de tout ce qui est aménagement raisonnable, etc., d'organisation un peu plus tard. Refaisons un peu de théorie. Ici, avec... quand on parle des pôles territoriaux, on parle souvent d'écoles sièges, d'écoles coopérantes et d'écoles partenaires. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique ? Donc l'école siège, c'est l'école dont dépend le pôle. C'est vraiment l'école qui a porté le projet du pôle. Donc la direction du pôle est la même que l'école siège. Nous avons les écoles coopérantes, sont des écoles ordinaires qui ont signé une convention avec le pôle. Donc c'est les 33 écoles dont je vous ai parlé auparavant. Okay. Et les écoles partenaires, ce sont aussi des écoles spécialisées qui ont également signé une convention avec le pôle. Donc nous, on a 3 écoles partenaires et qui peuvent nous apporter leur expertise et avec lesquelles on a des échanges. Okay. Et l'école siège, c'est une école spécialisée. Donc l'école siège est toujours une école spécialisée. Okay. Chez nous, c'est une école secondaire. Et c'est l'école Saint-Exupéry. Ouais. Ok. Et alors je suppose qu'évidemment, quand on parle de pôle territorial, c'est parce que c'est subdivisé par zone dans toute la Belgique et que chaque école est rattachée à un pôle qui est forcément dans sa zone géographique. Voilà, exactement. Donc par exemple, dans la zone 10, il y a 3 pôles territoriaux, c'est 3 pôles interniveaux. Mm-hmm. Et donc après, on a chacun nos écoles un peu quand même en fonction de la zone. Ok. Alors, je pense qu'il y a d'autres aussi notions importantes un peu à définir ou un peu à éclaircir pour que tout le monde comprenne bien ce podcast. Finalement, qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable ? Et alors, on parle aussi beaucoup d'élèves à besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par là derrière ? Alors vraiment, un aménagement raisonnable, c'est arriver au même objectif pédagogique, mais en empruntant un chemin différent. Je vais prendre un exemple. Un élève qui a des grosses difficultés en lecture, qui est dyslexique. La lecture, il a une lecture très lente et donc il a difficile à accéder au sens parce qu'il est trop axé sur le déchiffrage. Et on est en 4e primaire où normalement, il doit comprendre des textes. On va pouvoir lui proposer un ordinateur ou une tablette qui va lui permettre d'avoir une lecture vocale. Donc c'est l'ordinateur ou la tablette qui vont lui lire le texte. Et donc ça va permettre d'arriver à l'objectif de la compréhension. Quelque part, c'est de la pédagogie différenciée. Voilà, exactement. Ok, c'est intéressant, hein, mais je pense que c'était intéressant de parler, d'éclaircir. Mais ça peut prendre plein de formes, un aménagement Tout à fait. raisonnable. Il y a différents types d'aménagements raisonnables, il y a des aménagements organisationnels, il y a différents types d'aménagements. Tout dépend du besoin ou des besoins spécifiques de l'enfant. Et c'est ce qui est vraiment important, c'est que parce qu'on pourrait se dire, une dyslexie ou une dyspraxie, il va falloir, c'est tel aménagement, mais il faut vraiment voir les besoins de l'élève et quels sont les obstacles, les difficultés de l'élève et donc qu'est-ce qu'il a besoin. Parce que sinon, on ouvrirait un livre, on aurait une recette de cuisine, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment réfléchir et que l'élève aussi soit acteur dans ces aménagements. Parce qu'il s'il refuse les aménagements, ça va rien servir. Donc c'est vraiment une collaboration, que ce soit avec l'enseignant évidemment, l'élève, les parents. Ouais, ça forme tout finalement, c'est un service d'apprentissage, quoi. Oui, tout à fait. On analyse vraiment la situation et les besoins de l'élève. Donc si on dit spécifique, c'est bien lié à l'élève en lui-même. Et donc un élève qui est très dyslexique aura peut-être des besoins différents d'un autre élève dyslexique.
C'est vraiment en fonction de chaque individu, de chaque personne. Oui, c'est ça, parce que du coup, dans le même ordre d'idée, je suppose qu'un aménagement raisonnable pour un élève dyslexique ne va pas fonctionner aussi bien avec un autre. Tout à fait. Il y aura peut-être un rejet ou il n'aimera pas tout simplement. Donc, tout à fait. C'est toute la complexité finalement de la chose, même si ça peut être très simple à la base à mettre en place. Enfin, très simple, entre guillemets. Et donc, c'est bien spécifique et il faut bien avoir dans le terme, on entend aménagement raisonnable, il faut qu'il soit raisonnable aussi. Quand on prend l'exemple de la tablette, ou de l'ordinateur, c'est pas l'enseignant qui va devoir expliquer comment fonctionne l'ordinateur ou la tablette, c'est vraiment l'élève qui aura dû, en dehors de l'école, avoir une prise en charge pour être autonome avec cette tablette. Ok. C'est important de le signaler. Voilà, exactement. Oui. Donc, caractère raisonnable est important aussi. Et voilà, on ne doit pas imposer un aménagement aux enseignants. D'ailleurs, c'est les enseignants avec la direction qui vont décider des aménagements qu'ils vont mettre en place. Alors, si on revient un petit peu ici sur votre équipe, alors on retrouve des neuropsychologues, une psychologue qui est présente ici avec nous, une ergothérapeute, des enseignants, des orthopédagogues, une psychomotricienne, je vais y arriver, c'est pas évident. Et en quoi cette pluridisciplinarité est-elle un atout finalement dans votre fonctionnement ? Grâce au côté pluridisciplinaire de l'équipe, nous avons un regard vraiment différent par rapport à une situation. Il y a vraiment des nombreux échanges au sein de l'équipe qui sont très enrichissants. Pour donner un exemple, dans l'école où je suis référente, si je reçois une demande de mise en place d'aménagement raisonnable pour un élève qui a un trouble du langage, je vais faire une première analyse avec l'enseignant ou l'enseignante, mais par la suite, je vais probablement faire appel à une logopède de l'équipe qui sera plus à même de donner des aménagements qui correspondent vraiment aux besoins de cet élève-là. Oui, c'est vraiment un travail collaboratif finalement. Tout à fait. Je suppose qu'avec les vécus et les compétences de chacun, ça permet d'avoir une réponse plus globale. C'est ça, tout à fait. Et même dans les logopèdes, on va interpeller la logopède qui est plus spécialisée dans tout ce qui est troubles du langage. Ok, d'accord. Finalement, quand on voit comme ça d'un aspect extérieur, on se dit, allez, ça ressemble un peu à des structures plus connues comme les centres PMS. Quelles sont les grosses différences ? Comment est-ce qu'on pourrait dire que le pôle il a ses fonctions, ses compétences, les CPMS leurs compétences ? Est-ce que vous êtes complémentaires ou est-ce qu'on pourrait un peu résumer, comme il m'avait dit du côté de Liège, que les CPMS sont plus au service de l'enfant, avec tout ce que ça en sous-entend, et vous, plus au service de l'élève en tant que tel ? Cette phrase résume très bien. Donc, le CPMS est au service de l'enfant et les pôles au service de l'élève. Et évidemment, on est complémentaires et notre collaboration est super importante. Les centres PMS travaillent vraiment pour le bien-être de l'enfant ou du jeune de manière globale. Ils sont amenés à travailler souvent avec les parents, les familles. Les pôles territoriaux, ils ont des missions qui sont plutôt d'ordre pédagogique. Donc nous travaillons pour les élèves avec les équipes éducatives. Un centre PMS, il va répondre à une demande qui vient d'un jeune ou de ses parents, peut-être via l'école. C'est peut-être un professeur qui a conseillé ce suivi, cette aide. Nous, pôle, nous allons travailler vraiment avec l'enseignant ou une équipe éducative. La demande, elle vient d'un enseignant normalement au départ. Donc nous allons apporter du soutien aux enseignants en visant des objectifs pédagogiques. C'est la spécificité des pôles. On va aider les élèves, mais via le soutien apporté aux enseignants. Et donc je pense que les centres PMS et les pôles territoriaux sont très complémentaires. Oui, alors maintenant, ce qu'il y avait aussi, je me souviens, c'est que par rapport à la mise en place de tout ce qui est aménagement raisonnable, etc., les CPMS ont comblé finalement un manque. Il n'y avait pas vraiment de législation claire. Ils sont un peu engouffrés dans une brèche, mais au service de l'élève. Et après, dans certaines structures, maintenant, comme les pôles reprennent un peu ces compétences-là, parfois ça pose problème. Alors, dans la plupart des cas où j'étais voir, une bonne communication permet d'enlever tout ça. Mais voilà, il faut faire comprendre que finalement, c'est un tout qui est au service de l'élève. Et ça peut être vraiment profitable au niveau global, quoi. Tout à fait. Je pense que la communication, c'est la base. Et en communiquant, ça se passe bien. Oui, donc Sybille, toi tu le disais, donc la demande vient toujours de l'enseignant. Pour les pôles territoriaux. Pour les pôles territoriaux. Et donc un enseignant qui ne sait pas trop s'il doit se tourner vers le CPMS ou vers un pôle, de toute manière, ce n'est pas bien grave parce qu'on se tournera du coup vers le pôle ou vers le CPMS suivant sa demande. Voilà. Si un enseignant fait appel à un pôle et qu'on voit que ce n'est pas une demande pédagogique, que c'est plutôt pour un problème familial, par exemple, on va renvoyer vers le centre PMS
d'office. Vous, dans les pôles, est-ce que vous avez des contacts avec les parents? Au niveau des intégrations, oui. Oui. Au niveau purement des aménagements, moins. Mais alors, ils ne vont pas nous contacter directement. Par contre, lors de tables rondes, on va les rencontrer. Jamais un parent qui va nous contacter en disant j'aimerais bien que vous interveniez. C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois qu'ils trouvent mon numéro de téléphone. Mais voilà, moi je leur dis, nous on est au service de l'école. Et alors je prends contact avec l'école pour voir un peu ce qu'il en est. Mais voilà, je dis aux parents que nous on intervient à la demande de l'école. De l'école, ok. Voilà. Ça c'est vraiment important. Par contre, après, c'est vrai que vous interagissez aussi avec les parents. Vous avez parlé de l'exemple de la tablette au départ. Je pense que ça peut être bien d'avoir une formation pour l'élève et pour l'enseignant, mais qu'ils puissent aussi l'utiliser à la maison et que les parents comprennent le pourquoi du comment. Je pense que c'est... Et donc là, lors de tables rondes, et ça, il y en a quand même régulièrement qui sont organisées, où tous les acteurs sont autour de la table, la direction, l'enseignant, le PMS, le pôle. Parfois, il y a des thérapeutes extérieurs aussi. Alors, il y a beaucoup d'interventions forcément en classe, de suivi, d'observation, etc. Comment ça se passe avec les enseignants en général? Parce qu'on peut peut-être un peu se douter que quelqu'un vienne dans leur classe. Parfois, il y a un petit peu de méfiance, d'être un peu jugé, d'être un peu... Voilà, il faut travailler comme ça. Quelqu'un d'extérieur qui vient et qui me dit « il faut faire ça », parfois, ça peut être un peu difficile. C'est quoi? C'est ça la plus grosse difficulté finalement chez vous? Alors attention, déjà, quand on n'arrive jamais en disant « il faut faire ça », c'est vraiment une collaboration avec les enseignants. Comme je dis toujours, on n'a pas de baguette magique. On ne va pas arriver avec notre baguette et dire on résout tout, pas du tout. Ça peut arriver qu'il y ait des enseignants qui soient plus méfiants, mais souvent comme c'est une de leurs demandes, oui, c'est ça, ça fonctionne bien. Et puis voilà, je pense que quand on arrive en classe, ils voient qu'on n'est pas là pour les juger. On n'est en aucun cas là pour juger un enseignant. Souvent, on souligne aussi le fait qu'ils mettent déjà beaucoup de choses en place. Parfois, je trouve que les enseignants ont l'impression qu'ils ne mettent pas beaucoup de choses en place alors qu'ils font déjà plein de choses. Et voilà, mes collègues le soulignent souvent. On les rassure dans ce cas-là. Vraiment, on ne vient pas pour juger la manière dont ils enseignent. Et ça, on leur dit clairement que ce n'est pas ça qu'on vient faire. C'est vraiment observer comment fonctionne un enfant et essayer de voir quels sont les besoins spécifiques de l'enfant en question. Ce n'est pas remettre en question la manière d'enseigner d'un enseignant, c'est pas ça. Et en général, ça se passe bien. Moi, j'ai pas vu beaucoup de méfiance de la part des enseignants cette année, en tout cas. C'est vrai qu'à partir du moment où la demande vient d'eux, vous apportez le soutien à l'élève et indirectement le soutien à l'enseignant. Mais même pas indirectement, on est vraiment là pour soutenir l'enseignant. Oui. Et donc oui. Et puis de plus en plus, il y a une relation de confiance qui s'établit avec les enseignants. On en revient à la communication. Tout à fait. C'est important. Hein. Est-ce qu'il y a une évolution quand même sur les 1 an et demi d'existence ici du pôle, entre le début où ça a été mis en place et maintenant, dans la relation avec les profs, la relation avec les écoles Je pense qu'il y a parfois des enseignants qui n'étaient pas très au clair avec les missions, et je pense qu'ils le sont de plus en plus. Donc on a de plus en plus de demandes. Oui, les demandes explosent. Justement, il y a des écoles fondamentales chez vous et des écoles secondaires. C'est une grosse différence dans les demandes entre les 2 grands types d'écoles? On a plus de demandes en fondamental. On a vraiment beaucoup plus de demandes au niveau fondamental. Mais en secondaire, cette année, il y a des écoles qui font quand même de plus en plus appel à nous. Par contre, au niveau des intégrations, nous n'avons qu'une intégration en primaire. Okay. Et toutes les autres sont en secondaire. Ah oui, d'accord. Beaucoup dans le degré différencié, le professionnel. Mais donc voilà, il y a une grande différence au niveau du secondaire primaire. Et vous l'expliquez d'une certaine manière, le fait qu'il y en ait plus en secondaire qu'en primaire? À l'heure actuelle, donc, pour pouvoir bénéficier d'une intégration, une nouvelle intégration, il faut avoir été 1 an dans le spécialisé. Et donc je pense que les élèves dans le fondamental, le temps qu'ils soient orientés, il faut déjà qu'il y ait des aménagements qui aient été mis en place, qu'on ait déjà essayé plusieurs choses. Et donc le temps qu'ils soient orientés, qu'ils prennent leur marque dans l'école, que tout se passe bien, et puis qu'ils retournent dans l'ordinaire, souvent c'est plutôt à la période en première, deuxième, secondaire différenciée, ou même plus tard. On a pas mal d'élèves qui rejoignent en 4e, 5e secondaire dans une option qui souhaitent en professionnel. Il y a une question qui me vient un peu à l'esprit comme ça, c'est un peu plus philosophique. C'était le pôle IDERA qui avait donné cette belle réflexion, je trouvais. Et finalement, ils disaient qu'ils travaillaient à leur propre disparition. Dans le sens où si un jour les pôles font leur mission à 100%, c'est-à-dire que les écoles deviennent totalement inclusives,
ben, vous n'avez plus de raison d'être. Alors, on n'arrivera jamais jusque-là parce qu'il y aura toujours des nouvelles demandes, mais est-ce que finalement, vous êtes d'accord un peu avec cette phrase ou pas du tout. Ou pas du tout. Je pense que déjà, il y a des intégrations. Je pense que ça, il y en aura toujours d'élèves qui retournent dans l'ordinaire. Et puis, il y a des nouveaux enseignants, il y a des élèves pour lesquels il y aura toujours des questionnements. Et donc, je pense que les pôles seront là et pourront peut-être encore plus, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup de demandes, mais peut-être être sur des dossiers un peu plus précis et accompagner un petit peu plus l'élève. Je ne pense pas que les pôles vont... Ah non, mais je ne le souhaite pas et je ne pense pas du tout, mais je trouvais que la réflexion était intéressante dans ce sens-là. Et vous parliez, moi j'ai une petite question, parce que le fait que vous avez de plus en plus de demandes, comment vous gérez ça? Parce que est-ce que l'équipe, du coup, s'agrandit en fonction? Alors en fonction, donc là on est dans la... Donc c'est à 2026 qu'on aura notre équipe au complet. Et donc là l'équipe s'agrandit un petit peu chaque année. Ok, d'accord. Voilà. Et ça c'est prévu dans le projet de base, de s'agrandir petit à petit? Ok. Tout à fait. Pour arriver à l'équipe au complet en 2026. Ça représente quoi une équipe au complet du coup? Ça va dépendre d'un pôle à l'autre, du nombre d'élèves que nous avons et puis des intégrations. Ouais. Donc il y a des pôles qui vont avoir 10 intégrations, il y a des pôles qui ont 800 intégrations. Voilà, et donc en fonction du nombre d'intégrations et du nombre d'élèves, nous on a un pôle avec 16 000 élèves, mais il y a des pôles, je sais, ils sont 25 000 élèves, il y en a, ils sont 13 000 élèves. Voilà. Oui, des grosses disparités finalement. Exactement. Et entre les pôles qui sont soit que du secondaire, soit que du fondamental, il y a un monde de différence. Et puis après, il y a encore vous. Il y a une spécificité de faire les deux. Donc, voilà, okay. Tout à fait. Peut-être un dernier mot, je ne sais pas, Débo, si tu as encore des questions. Mais... Le fait que vous soyez à un pôle interniveau, quelle est la plus-value, on va dire Est-ce qu'il y en a une ou pas? Je pense qu'il y en a une. Oui, moi aussi. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des apports de l'un par rapport à l'autre. Quand on travaille à la fois dans le fondamental et dans le secondaire, il y a peut-être certaines choses qu'on utilise dans le fondamental que finalement on va aller transposer dans le secondaire. Donc, et les demandes sont différentes dans le secondaire et dans le fondamental. Et donc ça nous permet d'avoir un travail vraiment à tout niveau, c'est très varié. Et les élèves sont aussi différents en secondaire et dans le fondamental. Donc on peut très bien avoir affaire à un petit qui a 4 ans ou alors à un grand qui a quasiment 18 ans dans notre pratique, soit en intégration, soit pour les aménagements raisonnables. Et ça nous donne des idées parfois de transposer certaines choses. Un exemple concret ? Moi je dirais aussi que ça peut être intéressant parce qu'un élève pour lequel on a peut-être qu'on a suivi ou en tout cas mis des aménagements en place en primaire, s'il va en secondaire dans une de nos écoles, on peut vraiment faire le lien. C'est pouvoir faire le lien, la continuité et aussi faire le lien vraiment entre le fondamental, le secondaire, ce qui se passe, et puis là avec le tronc commun, je pense qu'être un pôle interniveau, on va pouvoir faire ce lien aussi par rapport au tronc commun. Oui, la prolongation finalement du primaire dans le secondaire, etc. Voir est-ce que tous les pôles ne seront pas amenés à être interniveaux quelque part À l'heure actuelle, je ne pense pas, parce que voilà, ça va être compliqué au niveau organisation, mais c'est vrai que voilà, nous, en étant un pôle interniveau, on trouve ça vraiment intéressant et enrichissant. Pour donner un exemple concret, dans le secondaire, moi, en tant que psychologue, j'avais l'année dernière créé un petit outil de respiration pour calmer les élèves qui sont qui essayent de se calmer en classe. Donc un petit porte-clés avec différents moyens de respirer et de faire cet exercice-là en classe, même tout seul. Et cette année-ci, je refais un peu la même chose, mais pour le fondamental, pour les enfants. Et donc j'adapte un peu les consignes et la manière de fonctionner. Il y a parfois des outils qu'on utilise à un niveau qu'on peut aménager, c'est le cas de le dire, pour un autre niveau, pour des enfants plus jeunes, et inversement. Peut-être un dernier mot, alors, j'ai regardé un petit peu sur le site internet, il y a pas mal d'ateliers qui sont proposés. Est-ce que vous pouvez peut-être en détailler l'un ou l'autre ? Nous avons l'atelier Flexibilité pour tous. C'est vraiment pouvoir comment enseigner justement avec...
j'ai envie de dire, entre guillemets, des niveaux différents, mais donc des élèves à besoins spécifiques, des élèves qu'il faut vraiment tirer parce que justement, ils ont peut-être plus de facilité. Et donc, pour les enseignants, c'est pas évident. Et donc vraiment, pour l'enseignant, comment il peut se dégager du temps pour, par exemple, les élèves à besoins spécifiques, tout en faisant avancer les autres élèves. Nous avons des ateliers par rapport à l'iPad. Ok. Mais voilà, pour que les enseignants sachent un petit peu, même si c'est pas eux qui vont expliquer aux élèves comment fonctionne l'iPad, mais on avait cette demande. Donc tous nos ateliers sont nés de demandes qu'on a eues des enseignants. Et par exemple avec Notability, donc comment fonctionne Notability, ou comment justement adapter des documents pour les élèves à besoins spécifiques. Merci beaucoup. On mettra le site internet dans notre descriptif. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurélia et Sybille d'avoir pris le temps de venir. En plus, on sait Aurélia que tu n'es pas en très grande forme. Et donc, un grand merci à vous. Et mais merci de nous avoir fait découvrir un petit peu de votre pôle Saint-Exupéry à Gosselies. Merci Gérald. Merci à vous deux, à vous trois. Et, merci à vous deux également. Merci à Sybille de m'avoir accompagnée. Merci Aurélia de m'avoir ici, proposé. Oh, pardon. Du coup, Débo, on te retrouve assez rapidement dans les bons plans. Oui, à tout de suite. Salut. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Alors Déborah, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce 12e épisode au niveau des bons plans ? Alors pour commencer, je voulais d'abord revenir au pôle Saint-Exupéry de Gosselies, dont Aurélia et Sybille étaient nos invités juste avant. Alors comme elles nous l'ont dit, les pôles n'ont pas de baguette magique, mais les équipes pluridisciplinaires sont là en soutien des élèves et des équipes éducatives. Et je suis allée jeter un petit coup d'œil sur leur site internet qui, graphiquement déjà, est très joli. Avec un nom comme Saint-Exupéry, on s'imagine déjà bien l'atmosphère. Et surtout qui recèle de petites pépites. Entre la présentation du pôle, de ses missions, on peut y retrouver une boîte à outils avec des ressources pour les enseignants, ainsi que des liens utiles pour aider les élèves en difficulté d'apprentissage. Le pôle a conçu aussi des ateliers à destination des écoles coopérantes, comme des ateliers de sensibilisation aux troubles des apprentissages pour les élèves, un atelier de lecture interactive avec l'enseignant et la classe, un atelier graphisme, un atelier d'élaboration d'un protocole et encore d'autres ateliers à venir aussi dans leur agenda. Ouais, c'est vraiment complet. J'avais jeté aussi un coup d'œil là-dessus. Mais voilà, ça peut peut-être aussi donner des idées aux autres pôles finalement. Oui, tout à fait. Et puis, on peut y retrouver les informations utiles sur les aménagements raisonnables et une boîte à questions sur le protocole d'aménagement raisonnable. Je vous invite à y aller, jeter un coup d'œil, voir plus, parce que cette petite boîte à questions est vraiment très complète, je trouve. Oui, on en a abondamment parlé, les aménagements raisonnables. Mais ici, on va rester dedans pour ton prochain bon plan. Oui, avec des fiches outils sur ces aménagements réalisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je trouve vraiment très bien conçu pour aider les enseignants et leur donner des pistes pour les élèves à besoins spécifiques. Alors cet outil s'intitule « Mieux cheminer au sein des besoins spécifiques d'apprentissage, aménagement raisonnable ». Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors, ça se présente pour chaque trouble sous la forme d'un petit dossier de quelques pages, donc c'est pas trop long, avec tout d'abord la présentation du trouble, son impact scolaire, les troubles associés éventuels, une grille d'alerte avec les points d'attention, les attitudes et les aménagements conseillés et aussi déconseillés, les outils concrets vers qui orienter les parents et pour terminer, des livres, des sites et des outils conseillés. Et accompagner à ce petit dossier une fiche synthèse recto-verso intitulée « Ai-je par exemple un élève HPI en classe ? Que faire pour un élève HPI en classe ?» Ok, et on a encore parlé des troubles, mais quel trouble on peut y retrouver dans celui-là ? Alors, dans toutes ces fiches, on peut retrouver le trouble du syndrome d'Asperger, le bégaiement, le daltonisme, tous les 10, mais vraiment dans des dossiers bien distincts, le haut potentiel intellectuel et le TDA, H ou sans H. Ouais, encore une fois, ça semble très, très, très large. Ouais. On y retrouve des aménagements raisonnables aussi bien matériels, organisationnels que pédagogiques. Et dans le dossier d'introduction, donc le petit mode d'emploi, on peut aussi retrouver une liste d'associations, de fédérations et de fondations représentatives en Belgique. Dont l'APEDA Belgique, donc qui est l'association belge pour les enfants en difficulté d'apprentissage. L'APEDA, c'est une organisation qui se consacre à accompagner les élèves présentant des troubles d'apprentissage en Belgique francophone. Elle a pour mission d'accompagner ces élèves afin de prévenir la perte d'estime de soi, le décrochage scolaire et l'exclusion. Il travaille à fournir des ressources adaptées pour ces élèves.
Ok, et en quoi est-ce que ça les aide ? Alors, l'APEDA propose une bibliothèque numérique gratuite de manuels scolaires adaptés pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Ces manuels sont conçus pour être utilisés sur des outils numériques. Elles participent à des conférences internationales et à des salons liés à l'éducation et aux nouvelles technologies. Par exemple, ils ont récemment participé au CET, donc qui est le salon sur l'enseignement pour les nouvelles technologies. Exactement. Et aux conférences internationales des associations francophones d'ergothérapie. Et dans ses priorités politiques, l'APEDA établit des priorités pour les législatures à venir afin de promouvoir l'inclusion et le soutien des élèves en difficulté d'apprentissage. Et la question que je me pose, c'est en quoi est-ce qu'elle est intéressante finalement l'APEDA pour les écoles ? Alors pour les écoles, l'APEDA offre un soutien précieux aux enseignants et aux directions d'école en fournissant des ressources et des stratégies pour mieux accompagner les élèves en difficulté d'apprentissage, en proposant par exemple au personnel scolaire un catalogue de formation qui est très très riche et de sensibilisation à l'importance de l'inclusion et de l'adaptation pédagogique. Elle met aussi à disposition des enseignants des manuels scolaires adaptés pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Ces ressources sont essentielles pour personnaliser l'enseignement et répondre aux besoins spécifiques des élèves. L'APEDA propose aussi des conseils pratiques aux enseignants sur la manière d'adapter leur approche pédagogique en classe. Ils partagent des stratégies pour mieux gérer la diversité des élèves. Enfin, l'APEDA travaille en étroite collaboration avec des directions d'école pour promouvoir des politiques inclusives et des environnements d'apprentissage adaptés. Ils soutiennent également les écoles dans la mise en œuvre de mesures spécifiques. Encore une fois, c'est ultra complet. Donc, on va essayer de résumer un petit peu. Tu me dis si je me trompe, mais l'APEDA, elle joue finalement un rôle essentiel dans l'amélioration de l'éducation pour tous, en renforçant les compétences des enseignants et en favorisant ce qu'on peut appeler une approche inclusive au sein des écoles. Ça me paraît bien résumé tout ça. Et pour finir, l'APEDA s'adresse aussi aux parents et aux thérapeutes, donc tout le monde s'y retrouve. Pour terminer, tu voulais encore nous parler de la semaine des experts, mais de quelle semaine et surtout de quels experts on parle ? Ouais, là, on change de sujet. Donc, alors, bloquez bien dans votre agenda, à l'initiative de la direction de l'enseignement du fondamental et en collaboration avec l'Institut de formation de l'enseignement catholique, donc l'IFEC, une semaine des experts sera organisée le 4, 6 et 7 juin 2024. Elle a pour but de mettre la lumière sur nos professeurs de langue moderne, d'éducation physique et à la santé ou de religion dans l'enseignement fondamental libre. Ceux qu'on appelait autrefois les maîtres spéciaux seront mis à l'honneur durant ces 3 journées consacrées spécialement à ces disciplines. Voilà pour la théorie, et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne ? 3 jours, 3 lieux pour 3 disciplines. Cette semaine débutera par le Religion Day au château de Senef le 4 juin. L'occasion de se réunir et de vivre des activités variées et créatives d'art sur le patrimoine, les textes bibliques, alors l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le numérique pour la pratique en classe autour du cours de religion et de son nouveau programme. Et au programme, il y a 10 ateliers au choix. La semaine des experts se poursuivra par l'EPS, une journée de formation dédiée exclusivement aux professeurs d'éducation physique et à la santé du fondamental libre ordinaire et spécialisé, ainsi qu'aux psychomotriciens. L'objectif, du fun, du partage et de la pédagogie. Chacun pourra choisir 2 ateliers parmi le One Wall, la gestion des émotions, le basket en chaise, le volley et le badminton assis, du circuit psychomote au parcours, le crossfit et encore bien d'autres parmi 12 ateliers proposés le 6 juin au Sambre Expo des Euprelles. Et pour clôturer, donc j'avais parlé de 3 jours, il y a le Méli-Mélo Day à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve le 7 juin 2024. Cette journée, elle sera consacrée aux professeurs de langue avec des activités amusantes et qui se veulent source d'inspiration pour les pratiques de classe, pour tisser des liens avec des collègues partageant les mêmes réalités et une première édition autour du PK avec des ateliers mêlant langue, culture et art. Une journée qui s'annonce ressourçante, riche en rencontres et festive. Oui, ressourçante, palpitante, on peut utiliser pas mal d'adjectifs, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour y participer ? Alors, il suffit d'aller sur le site de la Semaine des Experts, donc site qui donne très envie de s'inscrire, avec tout le programme détaillé de ces 3 jours, les contacts, les vidéos de présentation et puis surtout le lien pour s'inscrire, le plus important. Une belle semaine à venir pour ces experts, pour prendre un moment pour eux et leur pratique, d'échanger et de parfaire leurs connaissances. Le lien dans le descriptif de l'épisode. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour d'autres bons plans. Et n'hésitez jamais dans les commentaires à m'en partager d'ailleurs. Je me ferai un plaisir d'en faire l'écho. À bientôt. À bientôt. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC.
Et donc Arnaud, dans cette dernière partie de l'heure de fourche, nous allons parler d'un sujet qui va animer les prochains mois, la campagne électorale et les élections du 9 juin prochain. En tant qu'acteur de poids dans le secteur de l'enseignement, le CEGEC a rédigé son mémorandum, c'est bien ça ? Oui Gérald, bonjour à toutes et à tous. Donc on va plonger pendant quelques minutes dans le mémorandum du CEGEC. Il s'agit donc de la vision du CEGEC pour la prochaine législature, donc 2024-2029, les demandes, les revendications qu'il va soumettre aux différents partis politiques. Et le but d'un mémorandum est donc bien de donner des éléments importants pour une association afin que ceux-ci se retrouvent dans la feuille de route des prochains gouvernements. Alors, une question qui me vient comme ça, c'est comment ça se construit un mémorandum ? Je suppose qu'on ne se dit pas le lundi, on va y plancher et le mardi, c'est fait. Ça prend quelques temps et il faut regrouper un peu tout le monde, c'est-à-dire les différents niveaux d'enseignement, les centres PMS. Il faut être aussi assez clair, précis, concis. Enfin bref, ça se construit, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour cela que le mémorandum du CEGEC n'est pas sorti, comme tu l'as dit, d'une seule plume, comme ça, en une fois, mais a fait l'objet d'un processus assez long de consultation. Donc, en fait, la base, c'est que le service d'études est à la manœuvre en étroite collaboration avec les différentes directions du CEGEC. Ensuite, le CA se prononce une première fois sur cet ébauche de texte. Ça, c'était en octobre 2023. Et ensuite, le texte a été soumis à une large consultation auprès de l'ensemble des instances les plus concernées au sein de l'enseignement catholique. Donc, on a les comités diocésains, donc les CODIEC, les bureaux organisés par niveau d'enseignement, mais aussi le bureau des centres PMS, et les associations de direction du fondamental et du secondaire, donc le CODI et la FEADI. Un échange de vues a également eu lieu par la suite au sein de ce qu'on appelle le COGEC, donc le Conseil général de l'enseignement catholique, qui rassemble les acteurs que je viens de citer, mais aussi la CSC Enseignement et l'UFAPEC, donc qui est l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Moi, j'avais grossi le trait en disant une journée, ça prend un temps un peu plus long quand même. Ça prend en effet plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'on n'est pas au bout du processus, parce que fin janvier, une rencontre a également eu lieu entre le CEGEC et son homologue flamand, le Katholiek Onderwijs Vlaanderen, afin de confronter justement les demandes respectives formulées à l'attention aussi du prochain gouvernement fédéral, parce qu'on le rappelle, les élections du 9 juin, c'est vraiment des élections générales. Et donc, après cette consultation, le texte a définitivement été validé le 25 janvier par le conseil d'administration du CEGEC. Et puis, après les dernières petites retouches suite à ce CA et la mise en page du document, vous allez pouvoir retrouver le mémorandum dans les tout prochains jours sur l'extranet du CEGEC et sur notre site internet. Alors tout ça, c'est évidemment pour la forme, pour la construction. Au niveau du fond, justement, comment est-ce qu'on le conçoit un mémorandum ? Est-ce que c'est par niveau d'enseignement ? Eh bien, pas cette fois, non. Il a été construit selon plusieurs axes. Tu peux peut-être nous les détailler, du coup ? Oui, donc le premier axe, le titre, c'est des réformes soutenables. On le sait, la poursuite des objectifs du pacte s'est traduite par de nombreuses réformes, et en particulier au fondamental. Mais l'informatisation croissante des procédures administratives est passée à côté de la simplification qui était attendue par les établissements. Alors qu'au niveau du secondaire, on voit poindre aussi des réformes liées au pacte. Les centres PMS, eux, sont toujours en attente de la réforme majeure qui leur avait été promise. Et du coup, le CEGEC demande une attention à la soutenabilité des réformes afin d'impulser un rythme et une logique respectueux de chaque acteur. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est une demande que le CEGEC a déjà pu mettre sur la table au cours des derniers mois. Exactement, Gérald. Avec d'ailleurs, ça avait eu un certain écho auprès des décideurs politiques qui avaient décidé de mettre un petit coup de frein sur certaines de ces réformes. Alors ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe sera celui de la valorisation de la fonction de direction. On en a évidemment énormément parlé, le CEGEC également. On ne va pas revenir sur toutes les difficultés dans le détail qui sont rencontrées par les directions d'école, mais donc en résumé, le CEGEC prône pour une augmentation des aides aux directions, il prône pour un écart salarial suffisant ou encore une valorisation de l'expérience antérieure. Oui, et alors le troisième axe, lui, il aura trait à un des piliers du pacte, c'est le tronc commun. Oui, et aussi l'après-tronc commun, parce que ça va un peu, même beaucoup modifier le paysage, et donc il faudra que l'offre des établissements soit redéfinie et que la requalification des membres du personnel qui en découle
cette requalification aura dû être anticipée à travers, entre autres, des cellules de reconversion. Tout ça concernait pas mal l'enseignement finalement obligatoire, mais le mémorandum il détaille aussi de nombreuses revendications. On parle de l'adaptation des décrets, de la formation continue, du financement, de l'orientation et de la qualité de l'enseignement. Et évidemment, on parle ici du non-obligatoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, en plus de ces enjeux sur l'enseignement non obligatoire, on a aussi un autre axe qui est l'enjeu relatif à l'impulsion nécessaire à donner au numérique éducatif, qui est un enjeu majeur, tout le monde le sait, qui a déjà été accéléré par la crise sanitaire. Pour terminer, il reste 2 axes. Le premier, c'est un axe relatif à l'optimisation du financement des établissements, parce que on a la réforme des financements des bâtiments scolaires semble aller dans le sens de plus d'égalité de traitement entre élèves, entre étudiants, ce qui est une vieille revendication du CEGEC. On y restera évidemment attentif, mais toujours avec un œil sur la situation financière loin d'être facile de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc Arnaud, tu disais qu'il restait 2 axes. Du coup, le dernier axe, c'est... Mais on va parler du contrat social dans l'enseignement, parce que on est tous au courant aussi qu'il y a une pénurie, et face à la pénurie, le temps est sans doute venu d'évaluer l'incidence de certaines dispositions du statut dans le cadre d'un contrat social renouvelé, entre autres l'évaluation des dispositifs de fin de carrière et l'amélioration des conditions d'exercice de la profession vont être particulièrement scrutées. Et en effet, certaines ont une incidence négative sur la pénurie et présentent un coût budgétaire très élevé. Et donc ça se rejoint un peu le point précédent avec toujours le regard vers la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces infos. Alors, on sait que ça a été un peu technique, mais c'est très important. Donc, on va vous inviter à aller lire dans le détail toutes ces propositions. On y reviendra aussi de manière peut-être un peu plus ciblée à l'occasion. Merci Gérald, à bientôt alors. Oui, à bientôt. Donc, comme vous l'avez compris, ceci clôture notre épisode de l'heure de fourche. Continuez évidemment à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, ainsi que sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.